le tracteur, y'a les peines, puis les menteurs, on se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion, podcast agricole du Québec. Hey, c'est aujourd'hui, je pense, c'est le 4e épisode sur l'optimisation des rendements et performance au champ. Cette fois-ci, on va parler des céréales d'automne exclusivement. Et je suis accompagné, comme toujours, de mon co-animateur Alexandre Couture. Bonjour, Christian. Ça va bien? Toujours. Puis toi? Ben oui. J'ai bien hâte de faire cet épisode-là. Là. On parle énormément de céréales d'automne. On va en faire la promotion. Fait que ça puis va être, toi, avec tes clients, t'envoies de plus en plus des céréales d'automne? De plus en plus. Puis dans toutes les pratiques agro-environnementales, on parle de culture de couverture, de garder des plantes vivantes l'hiver. Ben, je pense que les céréales d'automne, ils rentrent là-dedans. Puis on a la chance d'avoir des experts avec nous aujourd'hui. Effectivement. Donc, on va commencer. On a en ligne, il y en a une personne qui est en ligne, Élisabeth Vachon des Moulins de Soulanges. Bonjour, Élisabeth. Bonjour, Christian. Ouais, il y a eu un bon gros délai. Oh boy, je vais avoir de l'ouvrage au montage. Fait que... Elisabeth. OK, donc je vais essayer de peut-être répondre plus vite dans le fond quand tu me poses une question. Quand je vois le sens de la question, je vais essayer d'embarquer plus rapidement. Puis quand tu veux parler, essaie de lever ta main. Vu qu'il y a un délai, tout le monde va te voir sur l'écran, puis on va arrêter puis on va t'écouter. OK? J'aimerais que tu te présentes, Elisabeth, s'il te plaît. Oui, Elisabeth Vachon, je suis agronome depuis une trentaine d'années. Puis ça fait 17 ans que je travaille pour les Moulins de Soulanges et la meunerie milanaise. Donc, c'est ça, que je suis devenue comme un peu spécialiste du blé. Parfait. En face de moi, un producteur qui est déjà passé justement au podcast, Danny Messier de la ferme Darox. Bonjour, Christian. Ça va bien? Ben oui. Good. Fait que toi, tu es un producteur, t'es pas quelqu'un à la recherche, quoi que ce soit. Fait que tu es plus un producteur de blé. Puis aussi, on se le cachera pas, mais avec les céréaliers du Québec, vous avez un mandat de faire là aussi la promotion du blé. Ben, ça va dans le sens de l'agriculture durable. Rajouter une 3e culture dans nos rotations. Puis, ça m'a poussé à creuser plus dans le blé que je le faisais. Et en creusant, on se rend compte des petites techniques, des semis à la volée, peut-être essayer de faire des choses spéciales sur notre blé pour qu'il essaye de partir plus vite. Oui. Good. Et puis, on a aussi M. Jean Goulet de Semican. Bonjour, Christian. Bon, vous allez bien?
Ça va très bien, oui. Good. Ton rôle chez Semican, je pense que c'est en recherche, je pense. Ça se Ouais, peut-tu? moi, ça fait 25 ans que je travaille, plus de 25 ans que je travaille en recherche, en développement de nouvelles variétés. Puis OK. on a parti un programme de blé d'automne il y a quelques années parce qu'on avait un grand engouement pour cette culture-là. Puis on pense que ça va prendre de plus en plus d'espace au Québec. Ouais, de plus en plus, on en voit pas mal. Puis, tu sais, c'est pas rien que pour le grain, mais on en voit gros aussi, potons, du seigle pour faucher, pour donner aux vaches, par exemple. Là. Exact. Là, il y a différentes vocations pour les céréales d'automne, mais exactement. Le seigle fourrager, ramasser une coupe de foin, faire du soya direct là-dedans, ben, c'est une pratique qui se fait de plus en plus. Seigle conventionnel, seigle hybride, on va pouvoir en parler tantôt. Good. Donc, si on commence, mettons, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Alex, des facteurs de réussite, bien que pour partir le blé d'automne. Tu sais, on n'a jamais fait. On n'est pas sûr. Oui, j'aimerais ça, mais j'ai peur que ça passe pas l'hiver. Dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est un petit cahier de charge pour ceux qui commencent à en faire. On sait qu'il y a des gens qui sont plus avancés, puis on va y aller aussi dans des techniques plus approfondies. Mais de base, là, quelqu'un qui veut avoir un bon 80 de chance de réussite, par quoi on commence? Fait que, je sais pas si on veut faire le tour un peu. Comment tu voulais procéder un peu, chaque personne? Ouais, mettons, on donne commencerait sa recette. avec Jean, par exemple. Des facteurs de réussite qui donneraient plus de chances pour que tes céréales d'automne passent l'hiver. Une bonne date de semis. L'importance de la date de semis, c'est pas dire que je veux faire une culture d'automne après mon soya, mais que j'ai récolté mon soya, je vais le semer. Il faut vraiment semer dans les bonnes dates pour notre région, OK. dans les bonnes zones. Ça, c'est vraiment important. C'est quoi les dates? Ça va varier d'une région à l'autre, mais dans le centre du Québec, là, où on est présentement, là, dans le coin du 15 septembre au 22 septembre, je pense que c'est dans les excellentes dates pour faire des bons semis et des bonnes réussites. Je dis pas que ça se fait pas en dehors de ces zones-là, mais pour être sûr, vraiment focusser sur ces dates-là. Parce que le centre du Québec, c'est grand. Là. Nous autres, proches du fleuve, là, on peut semer Chaud. plus tard. Tu sais, versus, mettons, vous Moi, autres. je suis à dans le coin de Plessisville. Victoriaville. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Dans mon coin de Victoriaville, là, nos dates, c'est le 15 septembre. Parce que c'est quoi qui avait sorti avec la financière agricole? T'en souviens-tu? Il y avait une histoire de date de semis. Ben, à cette heure, pour assurer les céréales d'automne, il y a une date. Là. Puis là, je me souviens pas par cœur, là, mais c'est le 20 ou le 26 septembre. Là. Monte ton micro, s'il te plaît, Alex. Oui, comme ça. Yes. Tu m'entends mieux, OK. Fait que oui, il y a des dates de semis. Ça faudrait vérifier, parce que je pense qu'elles sont différentes d'une région à l'autre, là, mais c'est 20 ou 26 septembre là, pour semer et pouvoir assurer les céréales Ouais, d'automne. parce Mais que- tu as le droit de semer le 10 octobre. Là. Ah, mais C'est juste la que tu seras- Montérégie, c'est plus tard. Ouais. Mais tu sais, on prend nous autres dans ma région où est-ce que je suis, à la visitation, puis vraiment proche du fleuve, on pourrait avoir une date comme la Montérégie. Tu sais, on n'est pas à Plessisville, là. Tu sais, c'est pas la même affaire, là. Fait que, tu sais, il faut... C'est parce qu'ils mettent ça, la région au complet. Mais tu sais, la région est tellement différente, calique, là, d'un extrême à l'autre, là. Mais à part de ça, Danny, Ouais. moi, je te dirais le nivelage. Pas de trou d'eau dans le champ, ça serait-tu un pas pire départ? Ben, oui, parce que depuis le début, le monde font du blé puis du blé d'automne pour arranger les terres, pour niveler les terres. C'est qu'on n'a jamais semé ça sur nos meilleures terres ou nos terres à problème qu'on veut arranger. C'est qu'on arrive au printemps avec des problèmes. Il manque des secteurs qui n'ont pas levé ou qui sont morts au printemps à cause des glaces qui se sont accumulées puis ça l'a gelé. Un champ parfait, quand tu te mets à faire un blé d'automne pour faire une céréale d'automne pour récolter, c'est là que quand ton succès arrive puis ta réussite va être en ligne de compte. Quand tu le fais pas pour niveler ou quand Ouais. tu le fais pour réussir, là. Oui. C'est sûr que ça paraît parce que, tu sais, rien qu'en éliminant toutes les flaques d'eau dans le champ, tu te donnes pas mal plus de chance. C'est pas un hiver fret qui va faire que ça ne repassera pas. C'est les ronds de glace, là. Fait qu'il faut pas que tu aies d'accumulation. C'est les ronds d'eau. de glace du mois de souvent février-mars. Des fois, quand la neige part, surtout nous autres en Montérégie, ça arrive souvent que janvier-février, la neige part au complet par une pluie diluvienne d'une journée ou deux en plein hiver. Puis c'est pas là que ça meurt, on dirait. Là, il retombe une neige. Des fois, ça gèle un peu, mais c'est pas complètement. Au printemps, ça, les mêmes ronds sont là. Puis là, c'est la gelée là, à la dernière minute. Puis là, il y a moins pas d'eau. Là, puis là ils reviennent gelés de moins 5, moins 10. Là, puis là, les racines cassent. Ouais, C'est là la plus grosse perte qu'on a dans ces zones-là. C'est souvent au mois de mars. OK, ouais, c'est sûr. La gelée, il y a moins de protection hivernale. Puis Ouais. nous autres, c'est bon pour les sucres quand ça gèle, par exemple.
Ouais. Mais on parlait de date, le 15 septembre, le Centre du Québec. Comment on intègre ça dans la rotation, une céréale d'automne? Parce que là, tu sais, du soya, le 15 septembre, c'est en fin de semaine. Là. Du soya va s'être récolté très peu de soya dans notre cas. Il y a du double zéro, là, mais puis encore. Là. Bien, on peut suivre ça d'une culture, d'une céréale. Quelqu'un qui fait un champ d'avoine, un champ d'orge, il peut toujours ressemer une céréale d'automne après. Quand tu fais de la semence, ben tu fais pas ça en arrière d'un orge, puis ça peut arriver que tu aies des retours d'orge l'année d'ensuite, mais pour du commercial, c'est correct. C'est sûr que, comme vous avez dit tantôt, le nivelage du sol, les bonnes pentes, l'égouttement, c'est un facteur qui est très important. C'est primordial. C'est primordial, oui. Élisabeth, as-tu rajouté d'autres choses? Bien sûr que je vais rajouter d'autres choses. En fait, je vais parler pour ma paroisse parce que c'est sûr que nous, on est des acheteurs de blé de consommation humaine. Donc, pour moi, le choix du terrain, c'est vraiment important si on veut, parce qu'on fait du blé d'automne pour améliorer la rentabilité de la production de blé. On s'entend que le blé d'automne a toujours un 25-30 % plus de rendement que le blé de printemps. Donc, d'avoir un terrain en bonne condition va nous permettre de faire ça. Alors que si on a une troupe, une bosse, puis que ça ne survit pas bien, ben on n'aura pas le résultat d'avoir un meilleur rendement. Donc, pour moi, le choix du terrain, c'est vraiment primordial. Après ça, ben le choix de la variété, pour que ça soit de consommation humaine. Semican est la compagnie qui a fait le plus de recherches pour sortir des variétés pour la panification. Au départ, on avait une variété, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jean, puis là, on est rendu, vous en avez sorti au moins à votre nom, au moins 3-4 depuis les dernières années. Donc, puis des excellentes variétés. Donc, ça, c'est vraiment important aussi de choisir la bonne variété. Puis, les dates de semis, tu sais, quand on parle de la zone 3, donc zone périphérique, il y a de plus en plus d'engouement pour essayer du blé d'automne. Puis, on commence à avoir des bons résultats aussi. Mais là, on parle plus de mi-août, fin août comme date à privilégier. Donc, ça commence à être tôt. Puis, tu sais, je suis contente d'avoir entendu Jean dire qu'on peut faire ça après des céréales de printemps parce que ça fonctionne super bien. On pourra parler des maladies par la suite. Donc, la date de semis, c'est important, mais il faut aussi respecter le taux de semis parce que, tu sais, si on sème trop fort un blé en début de saison, mettons qu'on arrive à semer début septembre, bien, il faut changer le taux de semis aussi en conséquence. De la date de semis. Fait que plus tu sommes de bonne heure, moins tu sommes fort? Exactement. OK. Tu sais, on vise, Anne Banas avec Francis Allard qui avait fait sa maîtrise sur ce projet-là, justement, de regarder les dates versus les taux de semis. C'était pas mal la conclusion que, tu sais, quand tu sèmes proche de la fin août, mi-septembre, tu peux aller à 300 grains, viser 300 grains par mètre carré. Puis plus que tu sèmes vers la mi-octobre, tu peux monter jusqu'à 400-450 grains par mètre carré. Parce que là, il n'y aura pas eu le temps de taler avant que l'hiver arrive. C'est un peu ça. Là, pourquoi on va semer plus fort? On veut qu'il tale, mais on veut pas trop qu'il fasse de feuillage non plus. Parce que s'il fait trop de feuillage, bien là, ça peut faire en sorte que, c'est comme le point de croissance du blé va être un peu étouffé autour de ce feuillage-là. Donc, c'est important qu'il y ait de l'espace et qu'il n'y ait pas trop de feuillage là, au moment des gros gels. Okay. Puis la réussite aussi, là, je l'ai vu beaucoup cette année avec des cohortes de blé d'automne en Montérégie, c'est la fertilisation. On a vu énormément de réponses à la fertilisation avec du soufre, puis de mettre beaucoup l'azote là, à la sortie du printemps, puis de mettre au moins le 50 % du dosage visé à la sortie du printemps, puis un autre 50 % à la montaison. Parce qu'au printemps, c'est là que le blé boit l'azote. Donc, c'est important qu'il y en ait de disponible très rapidement. Puis de ne pas négliger, là, on a vu vraiment des résultats là, du simple au double en mettant du soufre au moment du talage. Là. Fait que le soufre, il faut vraiment... en tout cas,
moi, c'est la révélation là, depuis 2 ans là, de voir que le souffle est tellement important pour le rendement parce qu'il n'y en a plus dans l'atmosphère, donc on en a moins dans nos sols, donc faut en rajouter. Donc, le souffle, tu le mets pas à ton premier passage à la fonte des neiges, tu le mets plutôt plus tard. C'est ça? Ben, à la fonte des neiges, le blé d'automne, il est pas mal au talage, là. Ouais. Fait que, Fait que, oui, OK, ça se trouve être là. Donc, c'est à ton premier oui, passage que tu le mets. OK, parfait. Puis oui. quelle quantité de soufre que tu mets? C'est-tu 1 unité de soufre pour 10 unités d'azote? Ou t'en mets un petit peu plus? Ben, ce qui est privilégié dans ce que j'ai lu, c'est 15 à 20 unités d'azote, de soufre qui est essentiel, ouais. OK. Parce qu'on y arrivait, dans le fond, là, à la fertilisation. Ben, là. si on parle, si on va plus loin dans la fertilisation, j'aimerais vous entendre sur la fertilisation à l'automne lors de l'implantation. Y a-t-il un avantage à mettre phosphore avec la semence, potasse? C'est quoi vos stratégies, gages de succès? On est en train d'évaluer ce département-là avec l'IRDA. On a un projet. Il s'est fait les grilles de fertilisation dans les céréales de printemps il y a quelques années. Puis là, moi, j'ai mentionné à l'IRDA, mais ce sera le fun, vu qu'il y a de plus en plus de céréales d'automne, qu'on se penche là-dessus. Il y a différentes écoles. Il y en a qui disent on va en mettre à l'automne, puis ça va bien aller. D'autres qui disent on attend tout au printemps pour masser au printemps. Fait que là, on va évaluer. Ouais, genre, on va attendre au printemps. Si ça passe pas l'hiver, moi, on n'aura pas gaspillé notre argent là-dedans. Ou sauver du temps, ou faire le semi-direct, puis go, on n'a pas besoin d'appliquer l'engrais. Plus ça va, il y a de plus en plus de semi-direct. Fait que si tu n'enfouis pas ton engrais, si tu n'as pas un semoir combiné non plus, ben des fois, c'est plus difficile. Fait qu'il y a des essais qui vont se faire cette année dans l'azote, dans le potassium, puis aussi dans le phosphore au niveau soit mélangé avec la semence dans le sillon ou avec des plants, des semoirs combinés. Fait on va travailler là-dessus là, dans les 2 prochaines années. Parfait. Parce que dans les céréales de printemps, c'est connu que mettre le phosphore directement en semoir combiné avec la semence, on a un gain. On estime que peut-être qu'avec les céréales d'automne, ça va être similaire. Ça va être similaire, puis on va avoir un bon enracinement de la plante à l'automne. Qui va favoriser sa survie hivernale. En tout cas, qui va lui donner une chance. Qui va donner une chance, oui. Bien, ce qu'on avait vu, moi j'avais été en Europe il y a 2 ans, ce qui nous parlait, c'est que en périphérie, je parle pas autour de Paris puis d'un bel plaine, je parle plus en altitude, qui a un climat qui va nous ressembler plus. Il faisait du semis d'automne, il mélangeait le phosphore avec pour avoir un départ. Il fertilisait et il disait que plus que le plant s'implante, plus que le plant il est fort, plus qu'il passe l'hiver. Parce qu'ils ont quand même des hivers en altitude. Oui, c'est assez rigoureux. Moi, je pense qu'il faut appliquer un peu ça ici. Moi, je suis rendu, je sème à la volée. Parce que ma date de semis décale trop avec l'implantation. C'est parce que tu as du soya qui est plus tardif, pas mal. Ben, oui, ou des fois, tu as une saison que ça s'étire. Puis, semer du blé le 10 octobre, on l'a 8-10 octobre. C'est pas mal les dates de battage d'un bon rendement de soya. C'est pas un soya que tu as semé hâtif pour semer du blé d'automne. Tu sacrifies ton rendement de soya pour pouvoir semer un blé d'automne qui ne te donne pas le rendement d'un maïs puis pas le rendement d'un soya. Tu commences à reculer en tant que producteur de grande culture au lieu de t'améliorer. Le semis à la volée qui se discute depuis des années, qui s'est fait beaucoup dans le bio, qui s'est fait beaucoup après ça en conventionnel pour gagner. Ça a été développé beaucoup dans le bio pour essayer de gagner du temps, puis gagner du temps sur la mauvaise herbe. Toujours avoir quelque chose de plus propre. Je l'ai commencé. J'en suis à ma 3e année. À voler. À la volée. J'ai des bons résultats à la volée, même excellents. C'est qu'aller mettre un engrais à la volée, c'est moins évident. L'an passé, j'avais semé à la volée, j'avais fertilisé avec un engrais liquide après la fauche de mon soya. Okay. Le blé était fauché. Le lendemain, j'ai appliqué un engrais liquide pour le faire partir. À la roseuse, mettons? À la roseuse. Okay. Cette année... C'est-tu indiscret pour savoir c'est quoi que tu as mis à peu près? Ou c'est du démarreur. Tout simplement un démarreur. Un 6-24-6? Un 6-24-6. Un pop-up avec de l'eau. Un pop-up avec mélangé avec un petit peu d'eau. Là, puis c'est ce que je t'allais mettre. OK. Cette année... Dans le fond, tu l'as nourri foliairement. Oui, foliairement. Là, pour lui redonner un vigueur. Okay. Cette année, j'ai pris une autre approche. Je l'avais essayé un peu l'an passé, mais un peu expérimental. Là. Cette année, je l'ai fait un peu plus professionnellement.
J'ai mixé Bioforge puis Nutri-Charge sur la semence dans le but de faire partir mon enracinement plus rapidement. Mais tu vas quand même mettre ton phosphore Moi, plus je vais tard revenir au avec un battage. phosphore. OK. Ouais, parce que là, Après tu n'as le pas mis battage, d'engrais. Là. j'ai pas rien mis parce qu'on peut pas rien mettre. Là. Et le faire mixer un blé avec un engrais, ils ont déjà fait ça dans le temps de se mixer des engrais verts avec de l'engrais, mais là, ils veulent plus trop parce que tu te ramasses d'un champ, il en reste d'un système, ils veulent plus bien. Mais ça travaillait bien. Ça allait bien. Ouais, j'en faisais ici à la coop. OK? Ah ouais? Ouais, fait que... Puis regarde, comme tout ce que tu me fais faire, là, je sème mes céréales d'automne, puis après ça, je vais mettre un 5 kg à l'hectare de phosphore, de DAP, puis un 5 kg de potasse. Oui. Jusqu'à date, moi, j'ai pas eu... Ça fait un job, là. J'ai jamais eu de... C'est sûr, d'un monde idéal, on le mettrait directement avec la semence. Là. Oui, mais c'est là, sûr. on n'a pas de semoir combiné. Fait Non, qu'on- c'est on ça. peut pas le tu sais, faire. Mettons, un pauvre comme moi, pas le choix de passer 2 fois. Là, tu sais. Mais tu sais, je pense qu'on a un bel entre-deux en faisant ça. Là. On amène phosphore, potasse. Mais en tout cas, je crois vraiment que le phosphore, le blé en a besoin en partant à l'automne, puis que ça va lui donner une chance pour passer l'hiver. Puis la potasse aussi est Ouais. importante. Là. Ben, dans les grilles de besoin, ton phosphore est au début dans les céréales. Ça, il y a un blé de printemps, un blé d'automne, il est dans le début. Il est dans ton début d'implantation. C'est qu'un début d'implantation, quand on parle d'une céréale d'automne, c'est à l'automne. Oui. Oui, c'est ça. Pour bien partir ton plein. Là, Oui. Puis, oui, Elisabeth? Moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai vu là, pour le phosphore, j'ai pas vu tout le temps des réponses au rendement. Mais par contre, quand j'ai vu avec des semoirs combinés, l'effet pop-up est assez visible. Tu sais, ça part super bien, tout égal, beaucoup de racines. Donc, un petit peu de phosphore là, au démarrage, je pense que ça peut aider à la vigueur du plant. Maintenant, si ça se traduit ou pas en rendement, ça, je ne le sais pas encore. Je pense qu'on va avoir la réponse avec le projet de l'IRDA. Pour ce qui est de la potasse, ça vaut vraiment la peine de l'ajuster parce que, surtout, on fait souvent du blé après du soya, puis on le sait que le soya, ça pompe de la potasse, puis ça pompe du phosphore en masse. Fait que, puis tu sais, de la potasse, c'est pas comme du phosphore, tu sais, ça se lessive facilement. Donc, quelqu'un qui a des sols un peu légers, puis qu'il y a une potasse assez basse, ben moi, je recommande d'en ajouter parce que ça aide pour la survie à l'hiver, mais ça aide aussi pour la paille, la tenue de la paille. Tu sais, moi, j'entends des fois dire que des blés d'automne versent. Moi, si c'est bien fait, du blé d'automne, en tout cas, je ne sais pas votre expérience à vous autres, là, mais ça ne devrait pas verser. Si ça verse, c'est soit qu'il y a trop d'azote pour que le plant puisse supporter tout cet azote-là, ou ils ont semé trop fort. Fait que, tu sais, un semis trop dense. Parce que ça, je vois ça beaucoup en bio, là. Ils veulent en mettre pour être sûr de combattre la mauvaise herbe, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux de faire des taux de semis trop élevés. Puis ça, Semicamp, là, dans leur guide, ils ont des super beaux tableaux, fait que c'est facile à calculer, là. Quand on vise, c'est des plans au mètre carré qu'on vise, c'est pas des taux de semis. Fait que faut aussi considérer ça. Tu sais, c'est pas juste la potasse qui va faire qu'il va bien se tenir, mais de la potasse, je trouve que ça vaut la peine d'en ajouter. En parlant de potasse, tu sais, on regarde les guides du CRAAC, les recommandations. Personnellement, je les trouve un peu faibles par rapport à l'exportation que la plante peut faire. Puis surtout, on fait ça sur un retour de soya qui va exporter 80 unités de potasse à 1 tonne 3/4 à l'acre. Puis le blé, selon l'analyse de sol, on recommande peut-être 30 unités là, si le sol est moindrement riche. Puis il en exporte 60, 70. Il me semble que c'est faible un peu. Oui. Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que les grilles vont être refaites. Fait que ça sera peut-être... ça va peut-être changer là, avec les nouveaux projets de fertilisation. Surtout si on exporte la paille en plus. Oui, exactement. Oui. C'est 2 fois pire. Là. Puis en termes, là, pour continuer, c'est la fertilisation. En termes d'azote, tu as parlé d'azote, Elisabeth, le fractionnement. On vise combien d'unités d'azote là, dans le blé d'automne? Dans le blé d'automne, je te dirais que c'est toujours entre 120 et 140. Puis, tu sais, des fois, une bonne année, un sol bien fertile, 120 unités avec un peu de fractionnement, peut-être 1 ou 2 fractionnements, tu vas être capable d'aller chercher rendement et protéines.
Puis, tu sais, nous, dans le blé d'automne, on ne cherche pas plus que 11,5 de protéines. Fait qu'il y en a qui vont en mettre 140 pour augmenter le taux de protéines à 13-14 mais nous autres, on ne cherche pas ça. C'est pas ça qu'on veut dans le blé d'automne. On veut vraiment une protéine autour de 11,5 Tu sais, c'est pas à 8, là. C'est sûr qu'il y en a que quand c'est trop bas, ça nous amène des difficultés au niveau boulanger, mais à 11,5. Fait que moi, dans les essais variétaux que j'ai faits en combinant des essais de fertilisation, entre 120 et 140, la plupart du temps, ça faisait juste augmenter le taux de protéines, mais au-delà des besoins. Donc, moi, ce que je dis, c'est si tu sais que tu as un sol bien fertile qui va toujours te libérer de l'azote régulièrement, bien, 120 unités bien placées, c'est très bon. Mais c'est sûr que si tu mets ton 120 unités tout au printemps dans un sol léger, puis que là, il pleut tout l'été comme cet été, qui fait en fait qu'il y a des fluctuations de chaleur puis de pluie, bien là, tu vas libérer beaucoup de nitrates, puis tu vas être lessiver tout de suite après. Fait que ça se peut que ça ne soit pas suffisant, le 120 unités placées tout au printemps. Mais moi, je préconise beaucoup le fractionnement. Tu sais, vraiment de mettre, en tout cas, entre 40 et 50 de tes besoins au printemps avec du soufre, puis revenir à la montaison. Puis à la limite, si quelqu'un met des fumiers, ben, de faire des tests de nitrate. Là, il y a aussi un engouement pour refaire des tests de nitrate. Fait que dans les céréales, c'est une bonne place pour calibrer, là, de faire des tests de nitrate. Ça répond bien. Parce que pour ce qui est du fractionnement, là, j'ai toujours trouvé entre la première passe d'engrais et le fractionnement, il se passe à peine 10 jours entre les deux. Je trouve ça court un peu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le fractionner? Oui. Oui, on OK. a un bel effet. Même 10 jours après? Même dans le blé d'automne, on a un bel effet. OK. Et Non, mais moi- je parle pas des céréales de printemps parce que je le fais, mais les céréales d'automne, me semble que quand on met l'engrais le premier coup, il est déjà comme en talage. Fait que là, Ben, probablement que si tu as 10 jours entre les deux, c'est que ton premier n'a pas été assez vite. ouais, on attend que ce C'est soit que- prêt aussi. Oui, mais il faut juger. C'est quand tu as une opportunité de rentrer au champ pour aller mettre ta première application, c'est là qu'il faut que tu rentres. Des fois, il faut vraiment que tu sois prêt de bonne heure, ton buggy, parce que des fois, la situation va se présenter cette année. Là. Elle s'est présentée là, au mois d'avril, là, c'était beau. C'était là qu'il fallait la faire. Non, c'est ça. Puis tous ceux qui ne l'ont pas fait là, le blé d'automne a plafonné en rendement, a plafonné en qualité. Moi, cette année, on parle beaucoup de soufre. Je mets un petit peu plus que la moitié de mon engrais là. Je vais en mettre le 3/4 de mon azote, mais j'y vais 2 tiers soufre ensemble, puis 1 tiers urée. C'est que mon 2 tiers avec du SAM, du 21-0. Ouais, 21-0-0, 24 soufre. 24 soufre. Ce que ça fait, oui, j'amène un peu plus de soufre que le nécessaire, mais le SAM se dégrade très tranquillement. Puis il va repousser mon azote. C'est que je m'ai comme étiré mon effet d'azote. C'est pour ça que j'en mets plus en partant. OK. C'est dans ce but-là. Mais j'apporte aussi beaucoup de soufre. C'est que dans des terres argileuses, on sait que le soufre est problématique à bien des endroits. Il aide aussi sur la disponibilité d'azote. Trop de soufre, je pense que c'est pas un Il n'y a gros pas le problème. magnésium aussi que ça vient aider, le Oui, soufre? le magnésium, ça va aider beaucoup le magnésium. Si je me souviens de ce que Samuel racontait. Oui. Là. Puis, je reviens ensuite avec un 10 à 12 gallons de 32. Peu. OK. Juste avant une pluie. Il faut que tu sois sûr qu'il pleuve, là, par exemple. Avec les jets 3 trous. Ça, c'est ton deuxième C'est fractionnement. mon deuxième fractionnement. Parfait. Pas de soufre avec, juste du 32. Oui, il va y avoir du Tu vas soufre mettre tout du le temps. thiosulfate. Du Du sulfate, thiosulfate. En réalité, ça donne à peu près du 30, 0, Exact. 0. 30-0-0, 2,5 soufre. 2,5, 3, là, tout dépendant de la quantité que tu mets. Puis du bord. On oublie le bord. Le bord, c'est le véhicule pour Les faire sucres dans promener ta les plante. sucres, faire promener l'azote, faire promener les sucres. Ça fait monter les sucres. OK. Puis je reviens. J'avais fait des tests, puis cette année, j'en ai fait plus grand encore. Je suis revenu avec juste à la fin, avec un Sugar Mover qui est un bar, avec un SRM sur l'épi. Tout simplement pour augmenter encore le mouvement des sucres vers
vers les grains pour augmenter le rendement puis augmenter en même temps la protéine pour être sûr de stabiliser une protéine. OK. Pas nécessairement d'atteindre des niveaux trop hauts, mais stabiliser une protéine. Avec des années pluvieuses, on sait qu'on finit par en manquer, c'est qu'on peut ajuster un petit peu. Puis ça peut-tu faire un grain soit un peu plus pesant ou plus gros aussi? Ben, moi, dans mon cas, cette année, j'avais une parcelle. Les blés qu'on voulait semer en blé pour la consommation humaine, puis les essais, en tout cas, ça n'a pas fité. Puis j'ai abandonné cette partie-là à l'automne. J'avais la partie faite avec des blés tendres, d'exécuter. Je suis allé chercher des niveaux de protéines très acceptables, même très bons. Que si ça n'aurait pas été qu'il n'y avait pas de structure, point de vue protéines, il passait, point de vue indice de chute, il passait. C'est juste qu'il n'y avait pas de structure. C'est que quand tu viens à bout d'atteindre des niveaux de protéines avec des blés qui sont déjà en protéines plus basses, tu as un effet. Tu as un effet qui va stabiliser ta protéine dans l'épi. Fait que lui, ça s'est arrosé avec des jeux normales, des buses normales. Là. OK. Puis y avait-tu d'autres choses avec ou c'est rien que le bord? J'avais un petit peu d'excès. Avais-tu de l'eau? Oui. OK. Il y a toujours de Il n'y a jamais de place pour mettre de l'eau. La dernière phase, ça prend de l'eau pour faut pas oublier dans... Ou du teneur pour diluer. Oui. Faut pas oublier dans tout ça que si tu brûles ta feuille étendard, tu affectes ton rendement. Plus que tu avances dans la saison, plus que tu avances, que ta plante pousse, moins il faut que ce soit plus doux. Ton approche, qu'elle soit douce sur du blé. Oui. L'importance de l'eau. Puis aussi, entre les deux, j'ai fait un petit test, une autre partie, entre l'application d'azote, 32 avec du soufre, puis mon bord puis mon SRN. J'avais, avec le Sugar Mover, j'avais une partie que j'ai faite, une application de Excite avec du F18, qui est un azote. Phosphore, potasse, avec plein d'éléments mineurs là-dedans. Avec l'acide fulvique aussi, c'est un produit d'Alpine. Puis l'autre, c'est le Excite, c'est la cytokinine, c'est ça? Oui, c'est 100%. De Stoller. C'est pas 100%, là, mais c'est de la cytokinine seulement. Cytokinine, qui va aider à favoriser la multiplication. Puis là, on est sur l'épi. On le fait au gonflement, là, on vise carrément l'épi. OK. Pour essayer d'augmenter le volume de l'épi. Ça aussi, c'est un... Est-ce que ça marche? La question, c'est comment que ça a donné le rendement? Ça a été des beaux rendements. On a eu des pesées des pesées officielles. Puis on est arrivé avec la même chose, pas mal que la batteuse. Une pesée officielle, on a joué entre 7 tonnes .4 puis 7 tonnes .6, 7 tonnes .76 à l'hectare en pesée sur la petite feuille rose qu'ils nous remettent après. OK. Excellent. La batteuse, j'étais un petit peu au-dessus un niveau de ça, mais des fois, dans les céréales, ça joue. Là. Mais ça se répétait là, vraiment sur toutes les l'essai. Puis, c'est des variétés, par contre, de consommation animale. C'est de la consommation humaine, mais en Ontario. Ici, on n'a pas de place pour livrer le blé tendre. En réalité, quand ils font des biscuits puis de la pâte à pizza, c'est de la consommation humaine aussi. Là. Que c'est... Okay. Moi, je me suis fait dire en Europe qu'un blé animal, ça n'existait pas. C'était tous des blés qui étaient à consommation humaine. Il y en a qui passent pour l'humain plus facilement, puis il y en a qui sont discordés vers l'animal. C'est le même qui catégorise ça, eux autres. Nous, au Québec, ça a rapport à l'indice de chute, principalement, puis la protéine. Et tous les blés tendres ont leur place pour faire viennoiserie. Mais c'est la même affaire au Québec. Tu as un blé animal, tu vas le faire tester, puis s'il passe. C'est juste parce qu'on n'a pas de marché pour ça. C'est juste ça qui est de valeur. Mais... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Mais là, on parlait de variétés, puis je regarde tout le temps en Ontario, puis tout ça, ils ont énormément de variétés qu'on n'a pas au Québec. Pourquoi on est limité comme ça? Ça, c'est parce qu'il y a un système d'enregistrement qui fonctionne de province en province, puis chaque province a ses comités, ses personnes dessus. C'est comme ça que c'est voté. On a des spécifications au niveau du rendement, au niveau des tolérances aux maladies, au niveau des qualités panifiables aussi, parce qu'on envoie tous nos blés
testé à Ottawa, au laboratoire officiel d'Ottawa, qui va faire un screening. Il va nous dire si notre blé rencontre les critères au niveau de la panification ou au niveau de la pâtisserie, la même chose. Puis s'il ne rencontre pas les critères, on ne peut pas l'enregistrer au niveau. Ça, c'est un échantillon. Ben, est-ce qu'il faut faire des parcelles au Québec pour l'envoyer à Ottawa ou ils peuvent prendre des résultats de l'Ontario puis l'envoyer à Ottawa? Non, il y a des blés poussés en Ontario qui passent panifiables, puis ils l'envoient au Québec. Poussés au Québec, on envoie les mêmes échantillons au lab, puis ils ne passent plus panifiables. C'est vraiment dû aux régions puis au climat qu'on reçoit aussi. C'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes sols. Fait que ça change. Mais pour enregistrer un blé au Québec, ça prend 3 années d'essai dans 6 sites. Puis on mélange la récolte de ces 6 sites-là qui sont acceptables au niveau de la qualité, puis on envoie ça à Ottawa pour avoir le résultat de panification. C'est où ça, à Ottawa? C'est-tu à la CPS? Non, c'est le laboratoire d'Ottawa, d'Agriculture Canada à Ottawa. OK. S'il passe les tests, il peut être enregistré au Québec. C'est une partie pour le blé. Il reste l'agronomie. Il faut qu'il fasse 100 des témoins. Au niveau de la panification, c'est le blé Mirador et le blé Lexington de Solio qui sont nos témoins panifiables. Au niveau des blés à pâtisserie, des blés tendres, c'est Lexington, pas Lexington, c'est URGC Ring, puis URGC 2.5, qui sont les 2 témoins agronomiques. Ça, c'est une étape. Puis ensuite, il reste la fusariose. Fait qu'on a 2 sites d'inoculation à fusariose artificielle au Québec. Un qui est fait à Princeville, l'autre qui est fait au Sérum à Belleuil. Puis on a des témoins dans ça. À Princeville, c'est-tu chez... C'est chez nous. OK, Ouais. à votre ferme de recherche. Oui, c'est parce qu'avant ça, on avait juste un site à Belleuil, mais vu que les conditions à Belleuil ne sont pas toujours favorables à la survie à l'hiver, fait que bien souvent, une fois sur 2, il y avait de la mortalité, fait qu'on perdait les données. Fait que là, on s'est dit, on va faire 2 essais, puis on va espérer avoir au moins un site valable à chaque année pour être capable d'évaluer ces variétés-là. Il y avait une chose que je voulais rajouter, c'est la fertilisation. Oui. Quelqu'un qui met un pop-up sur sa semence. Tu sais, dans le maïs, on va mettre 5 gallons à l'heure. Bon, on en parlait tantôt de semoir combiné, ouais. Oui, mais c'est ça. Mais dans céréales, là, tu mets 4 fois plus de rein que dans le blé d'Inde. Là. Tu y vas-tu encore à 5 gallons à l'heure ou tu montes ça peut-être à 10? Ben, moi, j'en fais des recommandations. On va entre 8 et 10 gallons à l'auque OK. là-dessus. Fait que là, quand tu mets un pop-up, là, tu pourrais rajouter, mettons, du Bioforge puis du NutriCharge dedans. Là. Facilement. Ce serait plus facile de même là, que de... c'est sûr que toi, tu peux pas le faire parce que tu le sommes à voler. Là, tu peux pas tout mettre en même temps. Que tu l'inocules directement sur la semence. Là. Oui. Bon, parfait. Côté fertilisation, y avait-tu d'autres choses à rajouter, Alex? Éléments mineurs, on en a parlé un peu. T'aurais peut-être, tu dois le remarquer souvent, toi aussi, Elisabeth et Jean, les sols plus légers, manganèse, très à surveiller. Ça affecte complètement le talage, ça va affecter l'épi, ça affecte le plan au complet. Là. J'en vois beaucoup dans mon coin. On a des grosses carences de manganèse par secteur. C'est un peu pour ça qu'il y a pas des blés d'automne. Moi, j'en somme un en particulier, là, mais tu sais, quand il arrive dans un rond de sable, souvent, le blé, il va te choquer. Oui. C'est une grosse partie. Ça en fait partie. Ouais. Ça en fait partie, c'est pas juste ça. Ton manque d'eau en est aussi la cause. Mais si tu as un gros manque de manganèse, souvent tu as un manque de soufre et de manganèse en même temps, ton enracinement n'est pas là. C'est que si tu n'as pas d'enracinement, parce que ton plant ne se développe pas, ben tu ne vas pas puiser l'eau plus creux. Parce que dans le sable n'est pas là. C'est un résultat. Oui. Les carences en manganèse sont assez faciles à voir. Quand tu vois des traces de tracteurs plus vertes foncées dans ton champ de manière régulière, ben, dans des sols légers, c'est parce que le sol est un peu plus compact à ces endroits-là. Puis ça fait en sorte que le manganèse est plus disponible pour la plante. Oui. Donc, c'est une des façons de détecter des carences. C'est drôle, ça. Non, là, on a dit compaction des sols puis le plein plus beau. Là, mais... Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est parce qu'ils sont plus aérés. Ouais. Dans le fond, il y a des sols qui sont, des sols légers, là, sont plus aérés. Donc, quand tu passes le tracteur, ben, ça compacte un petit peu, puis ça fait en sorte que le manganèse est plus disponible. Oui. Comme dans le coin de l'Anaudière, il y en a beaucoup. Même on en fait rajouter en bio, là, des fois. Ouais, nous autres, dans les terres sableuses, proches du fleuve, là, ici, on a beaucoup de carences en manganèse aussi. Là. OK. Ouais. Fait
Fait qu'on en met, tu mets ça dans ton protocole de fertilisation au printemps. Tu vas rajouter une source de manganèse, des fois avec un petit peu d'azote foliaire en Ouais. même temps là, pour l'aider à rentrer. Là. Puis, un aspect de la fertilisation à ne pas négliger, c'est la compaction des sols. C'est Oui. que si tu as un sol fertile, puis tes racines sont capables de se développer comme il faut, bien, tu vas pouvoir absorber tous les éléments que tu vas y donner, puis tu n'auras pas besoin d'en mettre autant que si tu as un sol compact puis qui est pas fertile. Fait que ça, c'est vraiment important parce que, tu sais, il y a plusieurs endroits que je vois qui travaillent juste le terrain de façon superficielle, avec des déchaumeuses seulement. Puis ça émiette le sol, puis ça fait en sorte que ton sol il est vraiment compact. Fait que la semence ne va pas développer des bonnes racines. Là. Fait que ça peut avoir un impact sur l'absorption des fertilisants. Ouais, Il faut que tu aies un bon système racinaire, en fait. Mais c'est la base, là, tu sais. Ah, bien, intéressant. Mais je vais faire un bout de chemin, ce que tu viens de dire là, les déchaumeuses à l'automne. Je veux vous entendre comment on sème ça. Là, on ne parle pas de semis à la volée. On parle vraiment de semis après une culture. Est-ce qu'on priorise le semis direct ou on donne un petit coup de déchaumeuse? Le danger d'un travail de sol, c'est que tu vas aller faire une mie avec des situations, des fois, de battage qui sont limites. Puis, tu as déjà un paillis à la surface. Que si tu fais un semi-direct, tu as moins de chances de... Tu sais, un bon semoir là, qui va aller placer la semence. Quand tu as des sols en condition, tu as moins de chances de faire, comme Elisabeth disait, un lit qui va se recompacter. C'est que ta semence va décoller facilement. Là. Mais il faut que ton sol soit en condition. Là. Il y a des sols que ça va vraiment y prendre un travail. Là, mais... Ouais, si tu as fait des traces ou Ouais, je sais ben qu'il y en là- a qu'après le maïs en silage, des fois, on va faire un semis de céréales d'automne, mais là, les boîtes dans le silage, l'ensileuse, ça passe partout. Là, peut-être ça peut valoir la peine. Quand on a laissé la paille sur le champ aussi, des fois, ça fait un bon couvert de paille. Fait que des fois, il faut aider à l'incorporer. travailler ça. Mais tu sais, on parle de semi-direct, on parle de travail de sol, on parle de... Genre, personne ne va aller penser à la batteuse. Quand tu as une batteuse puis tu récoltes du soya, on est passé des tables de 15 pieds, 25 pieds, 35 pieds, 45 pieds. Puis la plupart du monde vont s'acheter une belle batteuse avec un GPS, une belle table. Puis là, la batteuse est rendue chère, puis il oublie le chopper en arrière. Il oublie l'éparpilleur en arrière. Il oublie le dépendre, les résidus. Tu as remarqué la survie dans un blé d'automne sur un résidu qui n'est pas bien détendu. Ouais. Même à la volée, un semi à la volée avec un Ah non, un tu vas épandage faire un des matelas pailles, par-dessus. avec l'épandage des pailles mal fait, ta survie ne sera pas égale. Ouais. C'est que le chopper, que ce soit un blé d'automne, tu commences tout. Moi, j'en suis rendu, j'ai vu ça parce que quand j'ai changé de machine, pas la machine que j'ai là, l'autre d'avant, je suis passé d'un chopper conventionnel à les nouveaux choppers qui avaient une répartition extraordinaire en arrière, puis bien coupé. J'ai vu une différence sur les céréales d'automne. On voyait plus de lisière, puis on voyait plus de résidus. L'an passé, après avoir battu mon soya, que mon blé d'automne était là, quand on battait, il était 2-3 heures dans l'après-midi, on voyait tous les résidus. J'ai 2 photos, je les ai dans mon téléphone. On voyait tous les résidus au niveau du sol à grandeur. C'est tellement bien réparti que le lendemain matin, 7 heures, quand je suis allé faire mon démarreur liquide pour le faire repartir, je voyais, d'assis dans la roseur, je voyais même plus le pays, le verre était déjà tout là, je voyais plus mon soya parce que j'étais bien réparti. C'est que l'importance il est très, très négligée, puis c'est pas à négliger, c'est dans toutes les cultures. Là. Ben, C'est le chopper d'une batteuse. c'est une des principales raisons pourquoi j'ai changé ma batteuse. Parce que l'autre d'avant, elle n'avait pas de chopper dessus. Fait que là, le soya, on dirait qu'il s'entortille dans le rotor, là, puis ça sort en moton en arrière. Ouais. Puis c'est mal étendu. Tu sais, le stock est plus pesant. Il tombait pas nécessairement ses tournettes, mais il tombait comme juste en avant des tournettes. Là, avec le chopper, c'est pas mal mieux étendu. J'ai une meilleure. Je trouve que ça fait un plus bel job pas mal. Là. Mais l'importance de vraiment acheter ton chopper pour aller couvrir 100% de ta table, ça, c'est le départ pour tous les travaux. À 45 pieds, on s'entend que ça commence à prendre des méchants bons spreaders. Là. Ouais. Puis, en termes, à l'automne, on sème suivant un soya, exemple, là, dans ton cas d'Annie à la volée. Comment tu gères
des pesticides dans les soya, est-ce qu'il peut y avoir des rémanences de certains produits? Exemple, j'ai mis une grosse dose d'imazétapir, du Pursuit, du classique, du Zidua. Ça peut-tu avoir un impact sur la germination ou la survie de mon blé d'automne? Bien, des Pursuit dans les graminées, ça peut affecter. On les voyait. Là. On en voyait même dans le maïs. Je te dirais que c'est de moins en moins pire. Premièrement, le Pursuit est de moins en moins utilisé. On le voit de moins en moins. Il reste un petit peu dans les soya IP. Conventionnel. C'est ça. Toutes les soya conventionnelles, on est un peu dépendant de ça. On est un peu dépendant. Mais les doses, on n'a plus les doses qu'on mettait auparavant. Puis les machines sont de plus en plus performantes. Les surcroisages, il n'est plus là. C'est qu'on a moins cet effet-là. Les Zidua, je ne le connais pas au complet encore. Là. Je te dirais que c'est un groupe produit. 15 comme le dual, 15, là, mais est-ce qu'il peut, après 3 mois, avoir de l'impact? Je ne connais pas la réponse. Là. Mais, premièrement, toutes les étiquettes sont là. C'est toujours de porter attention. Lire les ce champ-là s'en va en blé d'automne, de s'assurer qu'il n'affectera pas ta récolte. Tu as tout le temps ton tableau qui va indiquer combien de temps avant la prochaine récolte. Moi, je m'éloigne un petit peu. Ouais, c'est une chaise de bord, hein? Fait que là, on s'accote le dos. Oui, Elisabeth. Oui, ben moi, j'ai pas souvent vu des problèmes de rémanence, mais ce que je dirais, c'est que, disons, pour en agriculture raisonnée, quand un producteur veut semer après un soya, je vois des beaux résultats quand c'est arrosé au glyphosate et Eragon, là, un herbicide pour éliminer les feuilles larges. Ça aide beaucoup parce que l'année d'ensuite, c'est sûr qu'il n'y a plus de vivaces puis il n'y a presque pas d'annuel. Fait qu'il n'y a plus besoin d'arroser au printemps. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à faire. Ben, on avait fait l'essai ensemble, là, 4 ans, 5 ans, là, Eragon. Oui. Là. C'est incroyable, le passage. En plus, tu fais un brûlage complet. Oui, mais c'est un défanant. Le défanant, mais c'est parce qu'un Eragon, quand tu es en brûlage, tu vas utiliser, puis c'est la même dose que pour avant une céréale, c'est 3 fois la dose normale de juste un brûlage pour la dose d'une céréale. Donc, un effet résiduel. L'effet résiduel augmente. C'est l'équivalent, ta partie Eragon est l'équivalent que tu vas avoir quand tu arroses à l'intégrité dans le maïs. Ton effet Eragon est la même. C'est que tu vas augmenter ta dose, c'est que tu vas avoir ton résiduel de feuilles larges. Puis, l'effet est incroyable. J'avais laissé une lisière, là, puis il y avait des choux gras, il y avait des herbes à poux dans cette lisière-là. Pas énormément, mais il y en avait. Dans la lisière qui était arrosée, c'était un contrôle parfait. Là. Fait que ça, c'est à la défoliation du soya? Ben, moi, là, je l'ai fait à voler. À la volée, l'année passée, j'avais un champ qui était sale. Je fais du soya de semence. C'est que du soya de semence, tu n'as pas le droit d'arroser au Roundup. C'est que j'ai fait un essai. Eragon seul. J'ai le droit d'utiliser un défoliant. L'Eragon est un défoliant. Il n'est pas interdit dans la semence. J'ai fait l'essai. Ça l'a fait la job. J'ai défolié. Pas aussi fort que si ça aurait été un Roundup avec. Mais j'ai eu l'effet défoliant. Puis j'ai eu mon effet résiduel pour ta céréale d'automne. Pour ma céréale d'automne. Mais j'y ai été tard. Mon soya était avancé, puis j'ai semé tard. Puis le problème a été que la survie était moins bonne, puis il s'est mal implanté parce que les feuilles étaient à terre. C'est que tu peux pas vraiment à la voler, mais pour un soya qui va être semé carrément au semoir, puis que tu sais que ta période est courte, puis que ton champ il est sale, puis tu risques d'être retardé, soya conventionnel, tu peux aller faire un Roundup Eragon. Tu vas défolier ton champ. Quand tu vas le récolter, tu vas tout simplement semer derrière. Tu vas semer ton blé. Tout est prêt, tout est placé. Et tu es sûr que tu n'auras rien. Quand notre champ est propre à l'automne, le printemps suivant, tu n'as pratiquement pas besoin de faire d'herbicide. Les céréales d'automne, c'est tellement agressif au printemps que c'est l'avantage de ça. Là. C'est rare comme un herbicide d'un céréale d'automne au printemps. Oui, c'est ça. C'est un peu ça que les moulins de Soulanges recherchent, dans le fond, parce que là, avec le blé raisonné, c'est parce qu'on ne met pas de pesticides dedans. Fait que tu pars aussi avec une semence qui n'est pas traitée. Assez important. Pas de pesticides. Ouais. Mais, pas de pesticides. Puis là, si on va dans cette veine-là, fusariose de l'épi. On sait que le blé d'automne va fleurir vraiment tôt en saison. Est-ce que vous recommandez un fongicide à l'épiaison, à la feuille étendard, avant ou pas du tout?
Ben, j'ai fait beaucoup d'essais, moi, dans le raisonné, puis autant que ce soit un ou l'autre. Dans les blés d'automne, l'importance d'un fongicide de la fusariose elle est très basse. C'est déjà, la plupart des blés sont déjà plus résistants qu'un blé de printemps. On en voit beaucoup moins. Puis encore plus pour l'importance d'un blé raisonné. Hein. Et il faut vraiment le mettre à dernier recours. Faut vraiment, si on voit que la saison est propice, puis qu'on a toute la mauvaise chance sur notre bord, puis les saisons des pluies, on peut consulter l'agronome, puis ils vont pouvoir le recommander. Là, mais on voit une présence moins élevée. Un blé de printemps, il faut que tu y penses plus qu'un blé. Ça rentre dans la stratégie. Mais fongicide à la feuille étendard pour certaines variétés qui sont plus sensibles à la rouille, des trucs comme ça. J'ai fait beaucoup de tests à la ferme de recherche sur les céréales de printemps avec les fongicides. Les céréales d'automne, en général, ça répond un peu moins, mais ça répond quand même. Pour la fusariose, effectivement, les céréales d'automne ont une fenêtre de floraison qui est vraiment plus tôt que les céréales de printemps, donc ils ont plus un phénomène d'esquive que juste d'une plus grande tolérance, là. Moi, je fais de la semence. Je produis de la semence en dehors de mon activité de chercheur avec Sémican. Puis... OK, tu as une ferme en plus de ça? Oui, je cultive par temps perdu 250 acres. Puis, on surveille le réseau d'avertissement phytosanitaire. Ouais, le RAP. Le RAP. Puis, il y a des années que je l'utilise, des années que je n'utilise pas. Cette année, je n'ai pas utilisé du tout. J'ai récolté du blé avec pas de fusariose, très beau grain, beau rendement. Dans le cas des céréales de printemps, il y a des augmentations de rendement assez impressionnantes des fois en l'utilisation de fongicides. Puis moi, je préconise à l'épiaison. OK. Parce que moi, j'en fais à la feuille étendard. C'est une variété que je fais comme sensible à la rouille. Fait que... C'est ça, tu vas vraiment protéger ta feuille étendard. Oui, bien c'est ça. Il y avait une année, je n'avais pas mis de fongicide, puis j'étais allé marcher dedans, que je suis revenu de là, mes culottes noires, quand je suis ressorti, je ressemblais à Youpi, là. Bien, moi, ce que je dirais par rapport au fongicide, c'est, encore une fois, le choix de la variété est super importante. Tu sais, tantôt, on parlait des blés tendres ou mous là, de l'Ontario, par exemple. Ben, tu sais, ils peuvent super bien aller en Ontario, puis là, on les met au Québec, puis ils sont hyper sensibles. Je nommerai pas la variété, mais cette année, ça a été vraiment catastrophique parce que c'était le seul qui donnait beaucoup de toxines par rapport, puis les risques n'étaient pas élevés selon le modèle. Donc, c'est ça, il y a des variétés de blé beaucoup plus sensibles, là, justement, les blés. Il faut y faire attention. Oui, faire attention plus, là. Mais ça peut arriver, hein, ça arrive des années où les risques sont élevés au moment de la floraison, surtout avec les changements climatiques. Là, on a eu pas mal de canicules, on n'en avait pas autant avant. Donc, il faut quand même faire attention. Puis tu vois, au moulin de Soulanges, là, si c'est nécessaire, selon le modèle, ben c'est accepté. Là. Donc, ça, c'est important de le savoir. Parce que, tu sais, même pour nous, ben, tu sais, on veut avoir de la qualité aussi. Puis c'est beaucoup de problèmes là, quand on a des taux de fusariose à 5-7 ppm au moment de la récolte. Fait que, tu sais, le fongicide, c'est pas ce qui règle complètement le problème de la fusariose. C'est un outil dans la boîte à outils, mais ça peut quand même le réduire de moitié l'année où il y en a beaucoup. Ça, je pense que plusieurs projets de recherche l'ont démontré, que, tu sais, c'est 50% c'est le climat, 25% c'est la régie, puis 25%, ben, c'est le choix de variétal. Donc, dans la régie, il y a le fongicide, mais il n'y a pas juste ça. Parce que quand j'étais allé au Farm Progress Show, j'étais allé voir une petite conférence avec les gars de Extreme Hag. Puis il y en avait un qui disait, je pense que c'était Lee Kleber, qui était au Dakota du Sud, lui. Puis il disait que les fongicides ne te donnent pas de rendement. Le fongicide fait te protéger ce que tu as. Mm-hmm. Fait que souvent, j'ai mis un fongicide, j'ai eu une augmentation de rendement. Non, c'est ce que tu aurais perdu. Protégé une perte. Tu as protégé une perte, là. Quand tu sors de la semence d'un sac, elle est à son plein potentiel. Après ça, elle fait juste en perdre. Ouais. Fait que là, tu essaies de moins en perdre. C'est ça. C'est pour ça que ben, des fois, on va dire tu n'as pas d'effet, ton fongicide n'a rien donné, mais tu étais déjà aussi limité
souvent. Ton champ était déjà limité, c'est que C'est ça. là, j'y vois le champ un petit peu, on va aller faire un fond shit pour le booster. Non, c'est que tu avais d'autres choses Non, à tu faire. ne boosteras pas avec un fond Tu shit, ne hein. boosteras pas avec ton fond shit. Ton fond shit te protège. C'est un peu comme les engrais foliaires. Ça ne boostera pas le rendement. Non. Il fait rien qu'éliminer un stress. Oui. Oui. Elisabeth est en train de dire de quoi? Ben, ce que j'ai souvent un commentaire, ah oui, regarde la partie où j'ai mis mon fongicide, il est pas noir comme la partie où je ne l'ai pas mis. Mais en fait, c'est de la fusariose, de la glume. C'est un peu de champignons qui sont sur les glumes en fin de saison. Puis souvent, ça ne va pas se rendre au grain. Là. Ça va rester. C'est juste, c'est visuel. Ils ne sont pas associés à des toxines, là. C'est de la septoriose des glumes, ça? C'est ça, exactement. Fait que, c'est pas toujours nécessaire, mais quand c'est nécessaire, si une variété est sensible, moi, je pense qu'on y va avec les avertissements phytosanitaires. Mais tu vois, même cette année, la variété que je vous parle qui était sensible, elle a eu beaucoup de fusariose, puis les avertissements étaient pas propices. Là. Les compagnies ont de l'information sur chacun de cultivars. Le réseau Grande Culture du Québec aussi, on publie à chaque année des tableaux avec des cotes qui se rattachent à chacune des variétés. Fait que ça nous donne une bonne idée si notre variété est sensible ou pas sensible à fusariose. Fait que là, ça nous permet d'agir en conséquence. Là, quand on parle de céréales d'automne, on parle de seigle. On parle de blé humain. Le seigle, c'est pas mal le seigle animal, le seigle humain, c'est pas mal la même affaire, j'imagine, parce qu'il n'y a pas tant de variétés de seigle encore. Ben là, tu as le seigle conventionnel, le seigle hybride. Là. Ouais, ça, seigle hybride. j'aimerais ça vous entendre là-dessus, là, parce que là, c'est un engouement un peu. Ici, dans la région, on se fait beaucoup plus de seigle. On pense que c'est plus rustique, ça passe mieux l'hiver. Fait que je veux vous entendre là-dessus. Oui, parce que le triticale, on voit pas ça. Ben, on en voit un peu de triticale, mais c'est un mélange de blé et de seigle. Oui, ben c'est comme un pari de gauchos. Ah, ça marche pas. Ouais, ça marche. Il l'a fait, mais finalement, Chris, on n'en voit pas nulle part pareil de ça. On a des demandes. Pour les triticales, on a des demandes. Il n'y a pas beaucoup de variétés qui sont enregistrées au Québec pour semer les triticales. Là. Il y a 2-3 variétés, puis c'est des vieilles variétés. Là. OK. Fait que quand on les Y a-tu de la demande pour ça ou très, très... Il y a un peu de demande au niveau du fourragé. Il y en a qui utilisent ça pour faire du triticale fourragé, faire du volume. Il y a un peu de demande pour le grain, mais c'est pas énorme. C'est un peu comme le seigle aussi, c'est la même chose. Le seigle, on a une grosse production, mais là, il faut trouver un débouché pour le grain. Là. Ouais, bon. C'est beau d'en produire, mais... On dirait que le gros marché, c'est de l'engrais vert dans le seigle. Il y a un gros marché qui est de l'engrais vert. Il y a un marché pour l'alimentation animale qu'on essaie de développer beaucoup, qu'on essaie d'informer les transformateurs d'utiliser ça, mais c'est comme la poule puis l'œuf, ça prend quand même des volumes. Fait que là, on commence à avoir des volumes intéressants. Il faut juste approcher les utilisateurs d'utiliser ça. Il ne faut pas avoir juste du seigle pour 1 mois, 2 mois dans l'année. Eux autres, ils font des rations, ils font des formulations, puis ça lui prend du seigle à l'année. Fait que c'est juste concorder la production avec le besoin. Élisabeth, du seigle, pour vous autres, au Moulin de Soulanges? On a une demande d'à peu près 300 tonnes par année. OK. Fait que c'est pas beaucoup. Ouais. Puis c'est pareil en bio. Là. Fait que ça fait à peu près, dans le fond, tout s'en va au pain de seigle pour faire du smoked meat. Pour manger des sandwichs au smoked meat, c'est à peu près ça le marché. Pour faire du rail. C'est bon, du pain de seigle. Okay. Il n'y a pas un gros marché. C'est ça le problème, malheureusement. Parce que, écoute, si on faisait que du seigle, ça serait fantastique. Mais je dis ça, puis en même temps, il y a des années où le seigle ne passe pas l'hiver non plus. Là. Donc, il y a son lot de problématiques aussi. Il ne passe pas l'hiver. Je pense qu'il passe l'hiver, Elisabeth. C'est juste le printemps qui décolle trop tôt. Oui, c'est ça. Sa mortalité Exactement. arrive au printemps. Là. C'est arrivé une couple de fois, là, entre autres. Là, Pas senti de la neige. C'est ça, la neige, elle part tôt au mois de mars. Puis là, il fait beau, il fait chaud, on a des belles journées. Puis là, lui, je suis raidé, moi, je pars, on pousse. Puis après ça, il arrive un froid pendant 2-3 jours, puis c'est là qu'il meurt. Ah, ouais. Oui. Oui, je me rappelle une première fois, tu sais, on avait eu une perte dans le coin de Saint-Ours. Puis c'était un sol sablonneux. Puis il y avait... Justement, il était mort dans le sol sablonneux, puis pas très loin, il y avait un sol plus argileux, puis il avait survécu.
Puis moi, je prétendais que c'était justement parce que c'était un sol sablonneux, fait qu'il est sorti plus vite. Puis il est sorti de sa dormance plus rapidement. Puis il n'a pas survécu. Puis ton sable aussi retient moins de chaleur. Je l'ai vu, moi, dans un gel, il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans. 2021, 2021. Mon Soyotte a mort dans les sables et non dans les argiles. Ah oui? Ouais. Le sable terre noire, là, ça, c'est... Oui. Ça a 0 retenu. Ah non. Mais c'est ça, ici, là, on parlait de seigle. On fait quand même un peu de seigle hybride. C'est incroyable le rendement comparé au seigle conventionnel. Ici, on dépasse même les rendements de blé d'automne dans la région avec le seigle hybride. Puis tu mets ça dans la machine à saucisse, dans le budget. Il coûte pas tant cher à faire. Non, c'est intéressant. Seigle hybride, là, c'est vraiment des machines à rendement. Ça va faire du rendement, ça va taler énormément à l'automne, au printemps suivant. Puis la paille, ça fait de la paille. Habituellement, ça ne verse pas trop. L'année passée, dans nos petits essais, un peu comme on parlait tantôt des doses de semis, des dates de semis, on a semé le 5 septembre du seigle hybride à la même population qu'à fin septembre. Okay. Fait qu'on a eu des petites surprises pendant la saison de croissance, ça l'a versé. Fait qu'il faut vraiment ajuster notre population, la date de semis. C'est un complexe qu'il faut tenir en considération quand on fait nos semis. Parce que du seigle hybride, tu vas semer ça à quoi? À peu près 80 kilos à l'hectare? Bien là, ça va dépendre de la variété. Tu sèmes un nombre de grains au mètre carré. Là. Fait on travaille 200, 250. C'est ça. On vise... Il y a des variétés, tu peux descendre jusqu'à 180 plants au mètre carré, jusqu'à 240, 250. Il y a des variétés qui répondent bien avec de la haute densité. Il y en a d'autres qui répondent pas en tout. Nous autres, on fait des tests année après année. Là. On fait varier de 180 à 365. Puis, tout dépendant de notre date de semis, des fois, on n'a aucune différence. OK. Puis, plus qu'on va retarder notre date de semis, plus qu'on va avoir une différence, que nos hautes populations vont nous donner plus de rendement. Un peu comme dans le blé d'automne puis dans le blé de printemps quand on retarde notre semis. C'est la même dynamique. Puis dans le seigle, fertilisation, ça a pas mal la même affaire. Mettons, ceux qui vont envoler un DAP potasse. Un petit peu moins d'azote que dans le blé d'automne. Pour l'instant, on fait à peu près la même chose qu'on fait dans le blé d'automne. Là. Mais avec l'IRDA, on a instauré aussi des essais dans le seigle hybride pour voir c'est quoi notre dose optimum à mettre en azote, phosphore, potasse, la même chose. Ils vont subir les mêmes protocoles expérimentaux. Okay. Fait qu'on va implanter ça. Le L'IRDA vient au centre de recherche la semaine prochaine. On va implanter 4 sites là, d'essais de fertilisation. Bon, c'est parfait. Triticale, ben là, il n'a pas bien. Fait qu'on va passer direct là-dessus, là, à moins que quelqu'un passe une bulle au cerveau et qu'il ait envie de semer ça. Mais, tu sais, bon, là, on n'en voit pas. On a été voir une parcelle, on avait fait avec l'IRDA, avec Francis Allard, on avait fait 2 années chez de parcelle chez Receco. Mais tu sais, le triticale, c'était moins bon que le seigle, moins bon que le blé, ça versait plus, parce que c'était des vieilles variétés. Fait que, il n'y avait pas eu de recherche vraiment là-dedans, je pense. Il y en a dans l'Ouest canadien, des recherches dans l'Ouest. J'étais en discussion avec un chercheur de là cette semaine pour essayer des variétés ici, là, pour remplacer ces vieilles variétés-là, mais ils ne sont pas enregistrés au Québec. Fait qu'il faut les mettre dans les tests d'enregistrement, il faut qu'ils satisfassent les réglementations au niveau de la fusariose. C'est ça qui est un peu plus compliqué au Québec. On est vraiment sévère sur la fusariose. C'est pour ça que c'est pas n'importe quel blé qui va rentrer au Québec. On a vraiment des cotes assez hautes à franchir. Puis question de même, dans l'Ouest canadien, ça fait-tu bien des céréales d'automne là-bas? Il s'en fait un peu, mais pas énorme. Beaucoup de céréales de printemps, oui. OK. Oui, parce que les autres, c'est pas... Comment? En Alberta, il y en a un petit peu plus. Là, ça se développe un petit peu plus, mais effectivement, puis dans le coin de Winnipeg, ils essayent un peu là, d'en développer, mais c'est pas... eux autres, ils n'ont pas de neige. Hein. Eux autres, c'est le vent, ça coupe, c'est vraiment... c'est pas... Le blé d'automne, il peut survivre à moins 21 à peu près, le seigle, moins 27, mais là-bas, il fait moins 40 là, l'hiver avec les grands vents. Ouais, mais c'est ça. C'est un climat sec, fait qu'il ne mouille pas tant que ça l'été, puis il ne neige pas l'hiver, mais il fait froid, par exemple. Oui. Il fait très froid. Puis là, tu voulais parler d'une autre sorte de céréales d'automne? L'orge.
Un peu d'or, je sais que vous avez commencé à en faire des tests, vous autres. Commence à en entendre parler. On commence à en entendre parler, des fois un peu trop à mon goût. Mais non, c'est une culture qu'on regarde depuis 6-7 ans, là, qu'on essaie des variétés. C'est des variétés qui viennent d'Europe, il ne faut pas se le cacher. Là-bas, c'est beaucoup poussé, là, beaucoup de céréales d'automne en Europe. Mais on amène ces variétés-là ici, on les essaie. Il y a un essai d'enregistrement d'orge d'automne en Ontario. Il n'y en a pas au Québec. Fait qu'on a enregistré 2 variétés d'orge d'automne en Ontario l'année passée. Solio aussi ont enregistré des variétés. C'est qu'il y a des variétés. Fait que les compagnies de semences, il y a quelques compagnies de semences qui ont des variétés. C'est surtout pour le sud de l'Ontario, ces variétés-là, où c'est que l'hiver est un peu moins rigoureux qu'on a ici. On a quand même des belles réussites. L'année passée, il y a quelques producteurs qui l'ont essayé, autant dans les maritimes, dans Beauce, au centre du Québec, puis dans le coin de Montréal. Puis ça a tout survécu à l'hiver, puis ils ont eu des rendements au-dessus de 3 tonnes à l'acre. Les gars sont très impressionnés, puis ils veulent en semer beaucoup plus grand cette année. Ils ont eu un bel hiver. Là. Mais ils n'ont pas eu d'hiver. Ouais. On n'a pas eu d'hiver. On n'a pas eu de froid. Le sol n'a pas gelé. Ça a bien été. Parce que théoriquement, c'est plus sensible que du blé. C'est plus sensible que du blé. C'est ça. Mais si les terres sont bien arrangées puis qu'on n'a pas d'eau dans les champs, encore là, tu te donnes une chance avec même de l'orge. Là. Oui. Mais c'était-tu des variétés, quoi, de la 2 rangs ou de la 6 rangs? Il y a de la 2 rangs, il y a de la 6 rangs aussi. Nous autres, dans notre catalogue, c'est 2 variétés 6 rangs qu'on commercialise au Québec. C'est pas de l'orge de brasserie, là. C'est des orges de brasserie, mais on les vend pas en brasserie parce qu'on n'a pas développé le marché pour ça. Ça prend quelques années, puis il faut que les acheteurs les utilisent. Puis la mode est plus vers les orges 2 rangs. Là. Mais rien ne dit que d'ici une couple d'années, ça ne sera pas commercialisé pour des orges brassicoles. OK. Ouais, ça, il faut que Canada Malting l'approuve, puis tout ça, là. Ou les micro-brasseries ici au Québec. S'il y en a qui sont intéressés à en voir, ça peut arriver que ça... Oui, parce que chaque variété a ses propriétés au moment du maltage. C'est caractéristique, c'est ça. Puis on a la chance d'avoir beaucoup de micro-brasseries. Ils veulent se différencier les unes des autres avec des recettes différentes. Fait que quand tu amènes une variété d'orge différente, bien... Oui, c'est aussi les malteries aussi à convaincre là-dedans. Là. Bien, les malteries, eux autres, ils vont faire ce que l'acheteur veut faire. OK. T'sais. Fait que si le brasseur, il veut avoir cette orge-là, bien, il va produire le malt pour ce client-là. Ouais. Dans les petites malteries ou brasseries au Québec. C'est sûr qu'à Canada Maltage, eux autres, c'est du gros volume. Oui. Fait que là, ça prend du volume. Ils ne feront pas une petite batch pour monsieur du coin qui veut avoir 10 tonnes d'orge maltée. Ça, ils le feront pas. Non, ça. Malterie Côte-Laflamme serait capable de prendre une tonne puis le faire tester. Là. Exact. Vu que c'est une petite production. Là. C'est ça. Fait que oui, je le nomme parce que là, présentement, il n'est pas en production. Là, il n'est pas au feu, mais il est en reconstruction. Il est en reconstruction. Là. Okay. Ça. Fait que oui, on travaille dans les orges d'hiver. Puis avec, tu sais, nous, on a fait un essai l'année passée, on a semé à 3 dates différentes. Le 5 septembre, le 18 septembre, puis le 20. Puis ce que j'ai semé le 5 septembre, en théorie, était supposé être meilleur parce qu'on a semé tôt, la plante va se développer plus. Mais ça a fait un effet contraire, assez trop développé. Fait qu'il y a eu plus de mortalité les semis-tôt que les semis-tardifs. Ouais. Fait que là, on essaie de mettre en place un essai qui va tenir compte un peu de la température qu'on va avoir après le semis. Un peu comme les degrés jours qui se font dans la luzerne. On voulait attendre un nombre de degrés jours avant de récolter. Puis on a des automnes assez différents les unes des autres. On a des automnes de plus en plus longues. Des fois, on a des automnes très courtes. Fait que des fois, de dire on sème le 10 septembre c'est pour vrai une que région... 2019, l'automne était long en hostie. Fait que était longue, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, par exemple. Elle a été courte, mais longue. Fait que c'est pour ça que, tu sais, tantôt, on demandait c'est quoi la date. Pour l'instant, dans le blé, ça va bien parce que le blé, il a quand même une bonne tolérance à l'hiver tout ça. Fait qu'on va dire on est capable de cibler une date. Mais on veut pousser plus loin la machine, là, puis on veut aller voir si on peut pas prédire un peu quelle date qu'il faut semer pour avoir un bon stade avant l'hiver. Mais là, c'est avec un modèle prévisionnel des températures? C'était un peu avec le base de degrés jour calculé d'avance. Là. Ils le font en Ontario.
J'ai parlé à quelqu'un d'un club conseil qui a fait un peu de recherche là-dessus, puis on est enligné sur la même page, comme on dit. Fait que là, on a fait un semis. J'ai fait un semis le 5 septembre, vendredi passé. Puis on va en faire décaler dans le temps jusqu'à l'hiver, puis on prend les températures du sol, température de l'air, puis on va essayer de cumuler ça avec les années pour voir si ça a un intérêt ou pas. OK. Peut-être que c'est une fausse piste, mais il faut faire des essais si on veut trouver quelque chose. Puis avez-vous déjà essayé de l'avoine d'hiver, ceux qui ont ça en Europe, là? Oui, non. Non? Ça, c'est encore plus... il y a eu du canola. Il y a eu du canola d'hiver. Il s'en fait peut-être. Oui, Sébastien l'avait essayé. Sébastien Anger. Cette année, moi, j'ai un collègue qui en a fait. Là. OK. Ouais. Wow. Mais c'est surtout le blé qui est intéressant, le seigle. Puis on a l'orge, parce qu'il y a quand même un engouement pour l'orge. Ils ont un besoin d'orge un peu au Québec pour... Puis cette année, moi, j'en ai fait dans mon coin. Puis j'ai eu autant de rendement, même si mon champ n'était pas beau, par rapport à un champ d'orge conventionnel, que le champ était bien beau. On a été dessus un peu des rendements dans notre coin des céréales de printemps. Les champs étaient relativement beaux, puis on s'attendait à avoir un bon rendement, puis ça a été un peu décevant. Mais ça aussi. Là. Même chose. On est en deçà de nos attentes, puis même en deçà d'une moyenne de 5 ans aussi. Là. Bien, mieux que l'année passée, Mieux probablement. Oui, l'année ça, passée, c'est c'est sûr, pas mais- comparable. Non. Mais ouais, non, on a été bien déçus. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ça. Y a-tu fait trop Chaleur. chaud? Ouais, hein? Moi, je C'est ça. pense que chaleur a été un Mauvais gros timing, la impact. chaleur. Puis Ouais. Ça fait penser à ce que Sylvain Reynaud m'avait déjà dit de Ferme Bonne Terre. J'aime mieux un blé d'automne lettre qu'un beau blé de printemps. Ouais, tu sais, il n'y a pas tort là-dessus. Tu sais, un 80 de survie va te donner plus de rendement qu'un blé de printemps. Ah oui, c'est sûr. Il faut avoir la pédale douce au printemps pour éliminer un champ de céréales Exact. d'automne parce qu'on va manquer notre fenêtre de semi-hâtif dans notre céréale de printemps. Puis bien souvent, lui, il va taler puis il va compenser. Même si on a quelques petits trous dans le champ, il faut... Le trou peut être assez important. J'avais des secteurs, moi, ce printemps, dans mon blé d'automne, qui avaient... L'année passée, on l'avait semé à la volée. Il était peut-être un petit peu plus défolié dans ces secteurs-là. C'est moins bien implanté rapidement. Puis on avait... Tout a été mangé Par les limaces? par les limaces. Oui. Des ronds qu'on a trouvé beaucoup de limaces. Les limaces adorent le blé. Il adore le petit germe. Le de petit blé. germe de blé. oui. C'est tendre. Oh, oui. C'est tendre, c'est qu'ils l'ont tout mangé. Caviar. Après avoir récolté, je l'ai ressemé. Il en est remort encore 50 %. C'est à des zones problématiques qu'on a nivelées ce printemps. Là. Mais malgré tout ça, ça a été très bon. Ça a été meilleur qu'un blé de printemps, même dans le secteur pas beau. Le rendement était beau. Ça a fait du 2 tonnes, 2 tonnes 1, 2 tonnes, 2 tonnes 1 dans la section qui n'était pas beau. Les blés de printemps ils ont à peine dépassé une 7, une 8. Ouais, gros max. Là. Dans les plus beaux champs dans mon coin, dans le plus beau. C'est qu'on voit qu'il ne faut pas jeter l'éponge trop vite d'un blé d'automne. Oui, Elisabeth. J'aurais quelque chose à ajouter aussi, ce qui est possible de faire pour Moulin de Flange et Milanaise, puis sûrement d'autres personnes qui achètent. C'est quand on voit qu'il y a une perte, mettons, à plus de 65 % dans un champ, nous, on permet de rajouter du blé de printemps très hâtif au travers. Mais il faut le faire très rapidement. Non, c'est tôt. Puis, il vient pas mal. C'est stressant, là. J'avoue qu'on le voit vert assez longtemps, mais on l'a fait en Montérégie, puis ça a bien réussi, là. Mais il faut vraiment choisir, puis il faut y aller rapidement. Il faut choisir des variétés qui sont hâtives dans le blé de printemps. Puis là, avec Concertation Grec-Québec, on a un projet avec Agri-Carrière. Puis... dans le fond, ce projet-là, ça nous permet de faire plein de tests avec des producteurs puis voir un peu comment ça se développe. Puis, fait qu'on a fait beaucoup de tests à travers le Québec là-dessus. Puis, entre autres, une problématique qui ressort, c'est qu'on n'a pas de modèle de prévision de la survie du blé à l'hiver. Mais ça existe dans l'Ouest canadien. Puis là, on aimerait l'adapter à l'Est canadien pour que, justement, tu sois capable de voir comme est-ce que ton blé s'est bien endurci? Puis quand il y a des fluctuations de température au-dessus de 10 degrés, puis qu'après ça, dans la même journée, ça tombe en bas de -20, c'est là que le blé perd de son endurcissement.
Puis on va être capable de savoir avant le printemps, ben qu'est-ce qui. Ben, on va être capable de savoir, on va le tester là, d'abord, ce logiciel-là, mais pour savoir combien de blé qu'on va devoir ressemer ou pas. Fait que ça va être intéressant à long terme. Je ne sais pas si toi, Jean, as-tu déjà travaillé avec des modèles de prédiction de la survie à l'hiver? Non, on n'a pas travaillé avec C'est ça. ça. En Saskatchewan, ils ont accumulé à peu près 20 ans de data pour bâtir ce modèle de prévision-là. Mais ça, on pourra en reparler une autre fois, là, mais ça va être intéressant de pouvoir mettre les chiffres là, dans ce logiciel-là. Il va falloir se servir de l'intelligence artificielle pour avancer plus vite là-dedans. ChatGPT va Avec tout nous dire ça. ChatGPT. Tout ce qui est ressemis de printemps, rajouter un blé de printemps dans un blé d'automne, dans les secteurs qui sont vraiment problématiques, ça fait déjà 3 ans que je le fais. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Même s'il y a une zone, des fois, tu n'es vraiment pas sûr, mais qu'elle est grande, il y en a un petit peu. Ça met un blé de printemps dedans, pareil. Si ton blé d'automne, il finit par décoller, il va prendre le dessus sur ton blé de printemps, puis ton blé de printemps autour de la table ne se développera pas. Ouais. Ça fait que tu ne nuiras pas à ton blé d'automne, puis tu vas juste compenser les trous que tu as pour avoir une couverture. Ça fait que des fois, c'est pas de patcher des petits trous, là, mais des grandes zones, tu n'hésites pas, tu y vas plus rapidement. Des petites zones, là, c'est peut-être attendre qu'ils décollent, là, de faire confiance au blé d'automne qui va t'aller, là, mais la culture qui est en place avant va vraiment prendre la place puis se développe. OK. Ouais. Puis chose à ne pas faire, semer du pois fourragé dans les pages C'était de une bonne idée. Ouais. Il me reste encore de la semence de ça ici. Ouais. Je vais te l'acheter, j'ai assez de demandes pour du pois fourragé. Il y a du blé d'automne de mêler avec. Là. C'est bien correct. Mais j'avais une question. Tu fais du semis à la volée. Quand tu arrives pour battre ton soya, mettons, là, je sais pas, les conditions climatiques sont pas belles, mais le soya, ça fait longtemps qu'il est défolié. Oui. Le blé, lui, est sur son air d'aller. Là, Oui. tu sortis avec du blé de au moins 10 pouces de long. Quand tu arrives pour récolter ton soya, oui, c'est plus dur à battre, mais ça peut-tu avoir une incidence sur la survie du blé, le fait de le faucher? Sur la survie du blé, Ouais. Est-ce qu'on l'épuise? Est-ce que ça fait comme une prairie de luzerne que tu faucherais à l'automne trop tard? moi, de ce que j'ai vu, j'ai un de mes voisins que ça fait longtemps qu'il le fait. Il était pas d'aller récolter. Quand il le fait, là, le blé était long. Puis, c'était vraiment long. Là. Il devait avoir au moins 8 à 10 pouces. Ça s'est bien récolté pareil. Ça a été surprenant. Ça se récoltait. Il disait que c'était moins pire qu'une mauvaise herbe parce qu'il est encore jeune. La mauvaise herbe est mûre quand on le mûre, bat. puis elle là. est vieille. C'est ça. Tandis Puis que ton elle est blé, il est tendre. C'est des feuilles tendres. Puis t'as pas Et tant de surprenant. tige que ça. T'as bien de la feuille. C'est t'as un peut-être- volume, t'as pas beaucoup de tiges. Ben, officiellement, il n'y a pas de tige. là. Fait Il que est c'est juste juste des talage, C'est juste de la là. feuille. C'est Ça, juste de la feuille. ça se bat très bien. C'est sûr que plus qu'il est avancé, plus qu'il va C'est tâcher. stressant, mais c'est le. C'est stressant. C'est plus stressant pour le gars qui est assis, qui a le blé, qui a le champ, que ce qu'il y en est pour la culture. Puis sa survie à l'hiver avait été exceptionnellement belle. Fait que je pense, OK. peut-être que génétiquement ou... Ça dépend peut-être le temps qu'il va avoir pour repousser. Là. Puis ça va le faire peut-être, ça va l'inciter à t'aller peut-être davantage à le faucher. Nous, on avait fait un test dans l'orge parce que des fois, quand il y a trop de pousses, c'est peut-être bénéfique de l'enlever, cette Ouais, parce pousse-là, qu'il parce tombe, qu'elle va puis créer un tapis. chaume important. Elle Ah, va OK. faire un tapis, puis ça va faire mourir par moisissure La pourriture nivéale. la pourriture nivéale. C'est ça. Fait que, on a fait des tests dans l'orge parce qu'on a semé à différentes dates, puis on a fauché, puis on n'a pas vu d'impact, fauché, pas fauché. Fait que ça a pas, cette année-là, ça n'a pas fait de différence. Fait que moi, je ne suis pas craintif du tout à cette pratique. Excellent. Moi non plus. Moi non plus. Il y en a qui l'ont fait, puis ça a été correct. Puis le battage, surprenamment, il est facile. Il est beaucoup plus facile qu'on peut avoir peur. Moi, j'aurais peur que ce soit comme quand il y a bien de la prêle, puis ça, c'est un peu plus Ouais, difficile, ça garde l'humidité. on parle de plantes Ouais. vieilles, de plantes qui est implantée depuis longtemps, qui a plus de fibres dedans. Ton blé, il est tout jeune, il est tout tendre. Ouais, puis c'est pas de la digitaire, là.
Non. Ça, c'est pas le fun. Ouais, ça, c'est moins agréable. Digitaire panique, là. Les deux ensemble. On en avait en masse dans les céréales de printemps cette année. Yes. C'est pas mal la conclusion, Puis, ça? Avez-vous d'autres choses à rajouter? Oui, vas-y, Danny. Moi, je me demande, on va rentrer beaucoup de secs d'automne. On rentre des orges, des choses-là. Dans les céréales, on a beaucoup de recherches qui se fait au Québec. Mais si on regarde tout ce qui se fait, je trouve si on regarde tout ailleurs, à grandeur, à travers le monde, on avance moins vite. Puis on est en arrière un peu. Puis c'est pas parce que c'est pas qu'est-ce qu'on a, mais des fois, je sais pas si on pourrait se servir puis de se faire aider par l'extérieur pour avancer. On a une demande grandissante énorme dans l'humain. Puis cette année, il y a un grand engouement pour le blé d'automne. Puis c'est encore dans le blé tendre, qui est énorme. Parce qu'il y a un producteur de grande culture adore faire du rendement. C'est plate, mais on a une fierté à faire du rendement. C'est le portefeuille. Chez moi, ça fait des années que je fais des tests, puis souvent, on a des rendements qui vont être, point de vue financier, encore plus grands, malgré qu'il s'en va à l'animal, dans des secteurs, dans certains champs. Il doit y avoir de quoi, parce que si on regarde en Europe, ce qu'ils vont avoir des rendements en blé, et le blé, ils vont avoir des rendements qui vont s'équivaloir, puis ils ont des rendements plus élevés. Ça que c'est plus... Le transfert de champ qui va être consacré au soya pour au maïs va être plus grand. Mais eux autres, en Europe, vu qu'ils ont beaucoup de céréales d'automne, puis vu que c'est quand même un gros marché, c'est sûr que les compagnies, j'imagine, qui ont plus les moyens de faire de la recherche. Je ne sais pas, je dis ça de même, là, je ne sais pas si je suis dans le champ, Jean, parce que... C'est sûr que les stockages sont beaucoup plus importants que nous autres au Québec. Là. Au Québec, on n'a pas beaucoup d'arbres. On n'a pas des tonnes de milliers d'arbres. Non, c'est ça. Fait que, mais on voit souvent ça sur les réseaux sociaux, puis des comparaisons entre les blés tendres et les blés panifiables. Ça me fait un peu friquer tout le temps, là. Mais moi, je suis une personne qui a travaillé fort pour l'amélioration du blé panifiable au Québec. Puis j'ai poussé des comités à faire de la qualité, puis à faire du blé pour faire du pain. C'est sûr que quand tu regardes au bout du compte, tu compares les rendements, c'est facile de faire des comparaisons, mais on compare des pommes avec des poires parce que c'est pas le même type de blé du tout. Non. Puis c'est difficile de faire un blé de qualité pour faire du pain avec les exigences qu'on a. Puis j'envoie des échantillons à chaque année au Moulin de Soulanges pour les analyses de qualité, tout ça. Puis, je me fais un malin plaisir et les envoyer cachés parce que je lui mets des belles petites lettres. Puis après ça, j'ai dit, dites-moi ce que vous voulez, puis je vais vous dire la variété après. Puis, les meilleures variétés en panifiable, c'est toujours ceux-là qui ont le moins de rendement. Ouais. C'est difficile de mettre... C'est comme une équation. C'est une équation, ça ne s'égalise pas. Bien... Quand tu as le rendement, tu n'as pas le panifiable. Puis exact. Quand tu as le panifiable, tu n'as pas le rendement. Ça exact. Que c'est... Parce que j'ai semé une variété de blé de printemps l'année passée. Oui, je me semble que c'est l'année passée. Parce que j'avais une stripe de blé d'automne qui n'a pas passé. Fait que j'avais semé du blé de printemps. Puis c'était une variété que les moulins de Soulanges, j'aime ça. Mais tabarnak, le blé n'est pas battable et il n'y a pas de rendement. Moi, je ne veux plus en semer de ce blé-là. C'est plate, là, mais... C'est un peu la réalité. Puis... Si on veut que les producteurs en fassent des céréales d'automne, il faut qu'il y ait une rentabilité, puis il faut qu'elle se compare au maïs puis au soya. Il faut que ça s'approche de là. Oui, Elisabeth veut parler. Oui. Ben moi, j'entends ça depuis 17 ans. Là. Ah, c'est pas nouveau? Mais là, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. En fait, avec les cohortes de blé d'automne, écoute, en Montérégie, là, c'est Éric Lapierre qui fait du blé d'automne au lieu du maïs grain. Puis Paul Caplette qui fait, tu sais, on le connaît, là, Paul, ça fait longtemps qu'il en fait. Mais ce qui est le fun avec les cohortes, c'est qu'ils ont vraiment fait un comparatif cette année entre du blé animal puis un blé moulin de Soulanges avec les primes d'entreposage et tout ça. Puis la conclusion de toutes ces études-là, c'est que pour arriver à une même rentabilité, tu peux avoir une diminution de 25 % de ton rendement en blé humain pour équivaloir la rentabilité du blé animal.
Puis ça dépend des variétés, effectivement. Puis il est pas, ça se peut qu'on bonifie certaines variétés de blé d'automne parce qu'on les aime beaucoup en termes de qualité, qui ressemblent pratiquement à un blé de printemps, un blé de force. Puis ça se peut qu'éventuellement, on puisse les bonifier pour en avoir plus. Mais moi, j'ai été agréablement surprise de voir que on est quand même capable d'absorber une diminution de rendement pour arriver à une même rentabilité. Mais rentabilité, ça veut dire que le prix doit être vraiment différent entre le fourragé et le panifiable? Mais actuellement, il me semble que c'est pas le cas. Oui, mais c'est combien? Oui, il l'est vraiment. Ben oui. Tu sais, le blé animal, là, en ce moment, c'est autour de 280-300 la tonne, tandis que des blés pour Moulin de Flanche, c'est proche de 400 piastres la tonne, 400 et plus, là, quand tu vas chercher toutes les primes. Puis fait que là, les producteurs commencent à trouver ça intéressant, puis on a beaucoup moins de difficultés là, à faire du blé d'automne humain en ce moment. Parce que effectivement, les prix se sont réajustés, puis c'est rentable. Là. C'est possible. C'est plus facile parce que aussi notre maïs et notre soya a descendu. Là, le prix. Oui, tout a descendu. Les 2-3 dernières années, comparer un blé avec ça, c'était quelque chose, c'était rock'n'roll. Là, on est revenu dans. Puis le blé. C'est sûr que le blé animal a pris sa chute, lui, ici, comparativement au blé humain. Là. La différence des 3 dernières années, je pense qu'elle s'est accentuée un petit peu. On la voit un plus. Souvent, c'était 25 à 50 la tonne. On dirait qu'elle s'est maintenue un peu plus. Puis les primes, c'est plus facile là, avec des prix pour les acheteurs plus raisonnables, on va dire. Nous, on aimait les prix élevés, là, mais on aimait bien vous faites du maïs, du soya, vous faites des céréales. Avez-vous remarqué, quand vous avez fait une céréale dans votre rotation, si vous avez un peu plus de rendement dans votre maïs? Ou moi, sur ma ferme, j'ai des lombes sableux. Mes lombes sableux, on a fait des essais. Puis maïs soya, j'ai des rendements excellents. Là. Ça, c'est même pas ce qu'on s'en tête. La céréale n'y va pas à cause de mes grands troubles de manganèse. Dans mon secteur, ce que moi je suis. Mais j'ai des argiles, des lombes argileux. On a un 450, 460 acres, 480 acres. Celui-là, c'est vraiment rendu un tiers. Un tiers maïs, un tiers céréales, puis un tiers soya, parce qu'il y a une augmentation de rendement sur ces zones-là. Fait que cette augmentation de rendement-là, est-ce que vous la faites bénéficier votre céréale ou faites bénéficier votre maïs? On en a fait bénéficier tout au complet. OK, c'est pour ça. C'est la rotation additionnée ensemble. Dans ces secteurs-là, moi, si on additionne tout au complet, on n'est pas encore au même niveau que maïs soya, mais on n'est pas loin. Peut-être qu'avec le temps, on va y venir. Puis je pense que la transition, c'est un peu comme faire une transition de conventionnel à biologique. L'argent, elle n'arrive pas les premières années. Elle arrive par la suite. Ça prend quelques années. C'est que ton sol qui continue on appelle ça de l'agriculture durable. Oui, non. Le blé, il s'inclut là-dedans. Il y a un énorme bienfait. Il va y avoir un énorme bienfait. C'est que oui, c'est très important. Puis la rentabilité du maïs, cette année, on a pris une chute. La céréale, en proportion, a moins chuté. Ça va être plus facile de rentabiliser une céréale et une céréale d'automne, je pense, dans les années à venir. Puis encore probablement plus facile de rentabiliser une céréale d'automne humaine versus celui qui va être destiné au marché. Puis tu as parlé un petit peu de producteurs bio. Les autres, ce qu'ils font souvent dans le bio, c'est qu'ils vont mettre un trèfle au printemps. Oui. Pour que lui, quand que tu récoltes le blé, il continue de pousser, il va fournir ton azote pour la culture l'année d'ensuite. Fait que, tu sais, en conventionnel, on pourrait faire ça, nous autres, avec, là. On en voit. Fait que de plus en plus, pour justement essayer de ménager sur l'azote, c'est le prix du blé d'Inde baisse. À un moment donné, il faut que tu crosses le chien quelque part, là. Oui. Ben oui. Puis on a vu des beaux avantages à faire ça. Nous, dans l'âge brassicole, il y a des années où c'est qu'on a beaucoup de fusariose. Fait qu'il y a des années que les échantillons, ça ne classait pas. Les lots qu'on recevait, ils ne classaient pas. Puis les lots des producteurs bio, tout classaient. Ah ouais? OK. Puis on a regardé ça, on s'est demandé c'était quoi le secret, c'était quoi le recette. Puis je pense que je sais. La plupart du... Non, c'est parce qu'à ça, avec les GPS, ils peuvent appliquer les lumières fermées. OK.
Fait qu'il passe de nuit dans les champs, pas de lumière. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Christian Dion. l'inclusion de culture intercalaire, comme ça, dans les céréales, les trèfles, là, ça l'aide à faire un tapis, puis les éclaboussures par les puits, là, OK. ça Oh, peut aider beaucoup au niveau de la fusariose. OK. Fait que ça serait vraiment l'anti-éclaboussure qui fait ça. Fait que- C'est ce qu'on a déduit. Là. Pour Puis ces aussi années moins d'investigation. de résidus de culture. Ah, parce qu'on que travaille souvent, les ils travaillent sols. les sols en bio, là. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. OK. Ben, tu sais, la fusariose, ça l'augmente beaucoup plus qu'on a de maïs grain en production. Tu sais, au Lac-Saint-Jean, moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans, il n'y en avait presque pas de fusariose au Lac-Saint-Jean. Puis là, ben, le maïs Ouais, il se fait est en plus de maïs à cette heure. Ouais. ah, le maïs, ça amène la maladie. Ben, le champignon, Fusarium graminerum, décompose les résidus de maïs grain. Donc, si tu laisses tes résidus en surface avec des spores de ce champignon-là, ben, avec la chaleur puis l'humidité, ça les réveille puis ça les transporte vers d'autres champs. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va rester dans leur champ, mais ça peut voyager pas mal de kilomètres. OK. Donc, on est mieux de labourer. C'est ça que je comprends, non? Ou avoir un sol en santé que tu digères ta culture dans l'année. Ouais. Ben, en production bio, on reproche toujours de travailler le sol, mais tu sais, les rotations, les pesticides aussi, c'est pas super bon pour la qualité du sol. Hein? Exact. On ne va pas se le cacher, là, que c'est quand même des antifongiques puis des antibactériens. Donc, c'est compensé par le fait qu'il y a plus d'engrais verts, puis il y a une rotation de culture, puis il y a toujours des intercalaires. Tu sais, c'est pas labouré non plus à tous les ans, le bio. C'est de moins en moins labouré. Il y a d'autres techniques aussi. Fait que c'est pas juste. Ben, plus que ta terre est en santé, meilleur que ta culture va être plus en santé. Fait que Exact. passer On plus va passer à travers ces passer plus au stress-là. travers. Ouais. C'est un tout, là. Ouais. Tout est dans tout qu'ils disent. Oui. Fait que, c'est-tu pas mal la conclusion, ça, Ouais, Alex? on a fait une bonne heure et demie. Oui, Fait que, on a 1h30 de fête, là, pas mal, là. Hey, je voudrais vous remercier, tout le monde, Alexandre, Danny, M. Jean Goulet de Semican, puis Elisabeth Vachon des Moulins de Soulanges, qui, en passant, Elisabeth a un podcast qui s'appelle Le blé dans le pré, disponible seulement sur Spotify. Et puis que t'as rien fait, je pense, cette année, hein? T'as pas eu le temps. Non, disons que j'étais pas mal plus occupée que l'année passée. Mais ça va revenir, ça va revenir. J'aimerais que ça soit un podcast en temps réel pour justement donner des trucs aux producteurs pour la fertilisation, l'application de fongicides s'il y a lieu, puis toutes sortes de petits trucs, mais spécialisés dans le blé. Fait que les producteurs, ils peuvent aller les réécouter, ceux qui ont été faits. Tu sais, c'est des échanges de techniques, là. Oui, en bio, je pense que sur tu as 6 épisodes. Non, c'était très intéressant, par exemple, ce que tu as fait là. Oui. Fait que sur ce, tout le monde, je vous Ben, dis un immense merci de ouais. votre déplacement. Merci, Merci de Christian, de l'invitation. l'invitation. Et puis, sur ce, si vous avez des questions à propos de semer des céréales d'automne, contactez vos représentants, peu importe la région, peu importe la compagnie, je veux dire. Puis si ça vous tente de faire du blé humain pour les moulins de Soulanges, contactez les moulins de Soulanges avec Elisabeth. Elle va vous référer peut-être à une personne de votre coin pour faire du blé humain. Donc, sur ce, un immense merci à tout le monde encore une fois. Et puis, je vous dis à la prochaine. À la Salut! prochaine. Merci. Merci à toi.